Bonjour, connaissez-vous l'Estonie? Bien évidemment que non. Bon, oui, d'accord, t'as déjà entendu de nom. À la limite, t'en as entendu parler pour la première fois à l'Eurovision avec le mec fou là. Cette vidéo sera peut-être bien la dernière fois de ta vie que t'en entendras parler de l'Estonie. Franchement, à part une annexion d'un projet soviétique 2.0, il n'y a pas de raison d'en entendre parler de l'Estonie. Ah si, ils ont créé Skype. Ouais, et voilà, c'est tout. Enfin, c'est vrai, même si t'aimes bien la géographie, au pire t'as jamais cherché à savoir où c'était, au mieux tu passes ton temps à te tromper avec les deux autres pays baltes. Tu sais, t'as besoin de ce petit temps de réflexion comme quand t'essayes de lire l'heure sur une horloge. Mais qu'est-ce que je raconte? Vous savez pas lire l'heure sur une horloge. Bref, je vais vous raconter l'histoire franchement étonnante de ce pays en apparence complètement osef. Et vous allez voir qu'entre conversion forcée, anéantissement et domination multiple, ainsi que communisme, ils en ont chié les pauvres. Vers 3000 ans avant Jésus-Christ, des peuples finno-ougriens, les ancêtres des Estoniens, arrivent dans la région et se mélangent aux populations locales. C'est-à-dire l'un des peuples les plus anciennement établis en Europe sur un même lieu. Nous avons donc déjà la base linguistique qui a eu le temps d'évoluer et de donner naissance à l'estonien 4000 ans plus tard. Par ailleurs, langue très proche du finnois faisant partie des langues ouraliennes, un lien comparable à celui entre l'espagnol et le français. C'est un groupe de langues qui n'est pas indo-européen, contrairement à la quasi-totalité des langues en Europe. Oui, il y a bien un lien linguistique entre le finlandais, l'estonien et le hongrois. Les hongrois qui arrivent bien plus tard en Europe, mais bon ça c'est pas le sujet. Peu de gens le savent, mais avant d'aller vers l'ouest, taper sur les Anglais, saccager Paris et créer la Normandie, les Vikings sont allés vers l'est. Plusieurs décennies avant Lindisfarne, la mer Baltique est frappée par des incursions dès le début du 8e siècle. D'un côté, nous avons les Vikings suédois appelés Vareg, les Vikings spécialisés dans le commerce. Bon, ça les empêche pas de mettre des coups de pression quand même, hein, ça reste des Vikings. Ils passent par différents fleuves, notamment le Dniepr ou encore la Volga, pour atteindre Constantinople ou la mer Caspienne. D'un autre côté, nous avons l'apparition des Vikings baltes, les Euséliens. Alors ce ne sont pas des Scandinaves, mais bien des Finno-Ougriens qui ont simplement, grâce à leur maîtrise maritime, adopté les pratiques de leurs adversaires, les Vareg. Ce sont eux, les Vikings estoniens, qui capturent le futur roi de Norvège Olaf Tryggvason avec sa mère en 967, où il est ensuite vendu comme esclave en échange d'un bouc. Putain, l'échelle sociale à l'époque ça va vite, hein. From prince tout esclave tout roi, pas mal. Le phénomène viking est donc culturel et exportable. Les Estoniens ne sont pas les seuls à s'être vikingisés. En 1187, une flotte estonienne pille Sigtuna, alors principale ville du royaume de Suède, tuant l'archevêque Johannes. Oui, ils ont exécuté l'archevêque, et vous allez me dire bizarre pour des chrétiens encore plus à cette époque. Eh ben non, parce qu'on est fin 12e siècle et la région baltique est encore païenne, et hormis le nord de la Scandinavie, la région baltique est, à cette époque, la dernière région païenne d'Europe, alors que les nations voisines sont toutes devenues chrétiennes depuis parfois plusieurs siècles. Cette période est appelée préhistoire. Alors, c'est pas la vraie préhistoire, en fait ça peut paraître assez étrange, mais en effet les historiens parlent de la période pré-chrétienne de l'Estonie comme étant la période préhistorique et voire plus convenablement proto-historique. Expliquée par l'absence totale de sources écrites endogènes, les premières sources écrites évoquant les Estoniens nous viennent de documents étrangers. Les sources qui nous viennent de cette époque et même avant sont donc faites par d'autres personnes que les Estoniens eux-mêmes. Imagine, c'est comme si quelqu'un d'autre que toi raconte ta propre vie. Les Estoniens n'étaient donc pas du tout protégés face à ce vol d'informations. Alors que si les Estoniens avaient utilisé NordVPN, on ne saurait rien d'eux. En activant NordVPN, vous devenez aussi invisible que les Estoniens auraient rêvé de l'être face à leurs voisins indiscrets. Vous partez faire un raid en mer avec vos potes pour récupérer un max de butin, problème, si vous vous faites repérer, c'est raté. Mais si vous utilisez NordVPN, votre position est masquée. Vos données de navigation sont chiffrées pour renforcer votre confidentialité sur internet. Alors personne ne pourra jamais savoir que vous avez acheté une épée longue, deux haches de guerre et un bateau pourri. Personne ne saura non plus que vous avez recherché sur Google durée trajet entre les îles de Zell et Gotland, ni tutoriel comment dracard jacker comme un pro, bon vas-y c'est pas les plus malins. Vos données sont chiffrées, aucun souci, vous pouvez partir piller sans peur d'être découvert. NordVPN vous empêche aussi de visiter des sites frauduleux, hébergeant des logiciels malveillants, vous alerte en cas de site connu pour fraude ou escroquerie, comme une fausse boutique en ligne. Grâce à cela, Noptiga était sûr de recevoir leur bateau pourri. Leur service vous permet aussi de bénéficier d'offres avantageuses en géolocalisant votre IP
occupé dans un autre pays. Par exemple, nos pilleurs un peu nazes pourront bénéficier de prix réduits en se géolocalisant directement au Danemark pour passer la nuit dans un hôtel juste après leurs affaires réglées. Le prix des hôtels étant souvent moins cher pour les locaux. Alors, pour ne pas finir comme les Estoniens, c'est-à-dire avec une histoire écrite par vos voisins, reprenez le contrôle de vos données. Profitez de l'offre exclusive en cliquant sur le lien en description, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur l'abonnement de 2 ans. Et si vous n'êtes pas satisfait, il y a une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui est beaucoup plus honnête qu'un traité de paix viking. Bref, bon, j'en étais où, moi? Ah oui, tu cumules dernière région païenne d'Europe ayant saccagé toute tentative de conversion pacifique, plus affaiblissement de l'intérêt en Terre Sainte, plus les pilleurs qui font chier les marchands cherchant à se rendre dans les principautés russes, plus l'immense intérêt porté par les Danois, les Suédois et les Allemands sur la région, tu obtiens les croisades baltes déclarées en 1193 par le pape Célestin III. Deux grands blocs vont alors tabasser la région baltique. D'un côté, les ordres religieux soutenus par les marchands allemands, et de l'autre les Scandinaves, Danois et Suédois, ainsi que la République de Novgorod à l'est qui joue un rôle mineur. Les ordres religieux en présence sont l'ordre de Porte-Glaive ainsi que présent plus au sud, en Prusse, le grand frère, l'ordre teutonique. En gros, bon, Al-Qaïda mais au XIIIe siècle version chrétien. Le théologien Saint Bernard de Clairvaux, qui a théorisé le rôle des Templiers, a écrit « Le soldat du Christ tue en toute sécurité. Quand il tue un malfaiteur, il n'est pas un homicide, mais, si j'ose dire, un malicide. » C'est une formule à destination des Templiers en Terre Sainte, mais qui s'applique tout autant aux croisades baltiques. Le concept est terrifiant, on ne tue pas un humain, mais on élimine le mal incarné par le païen. Dès lors, tuer un Estonien n'était pas un péché, car le païen n'était pas considéré comme un prochain, tant qu'il n'était pas baptisé. Je pense que t'apprends vite le latin quand t'as un chevalier teutonique de 2 mètres qui déboule dans ta campagne pour zigouiller du païen, déterminé à racheter son âme par tous les moyens après que le pape lui ait donné carte blanche. Ce sont ni plus ni moins que des guerres d'annihilation totale. Pour ce qui est de l'Estonie, ou plutôt les anciens comtés estoniens, ils opposent une résistance beaucoup plus organisée que les tribus lettonnes, notamment grâce à leurs divers chefs de guerre, dont Lembitu, chef de guerre de la région de Sakala, qui parvient à former des coalitions entre différents comtés estoniens. Premier gros revers en 1217, bataille de Saint-Mathieu, Lembitu est tué et les croisés dominent le territoire à l'exception du nord qui, en 1219, est conquis par les Danois qui prennent la place forte de Lindanise et fondent la ville de Rival, devenue la principale ville de la région. Une décennie plus tard, en 1227, l'île de Zell, repère des vikings de l'Est, est assiégée. Mais les vikings estoniens sont tranquilles, comment tu assièges une île remplie de vikings? C'est pas possible. Si, c'est possible. L'hiver 1227 a été tellement froid que les chevaliers en armure lourde ont carrément pu traverser à pied sur de la glace. Vas-y, bah casse-toi avec ton bateau, maintenant on te regarde. 1227 marque donc la fin de l'indépendance des anciens comtés estoniens. Et cela pour 700 ans. À partir de 1227, l'Estonie devient une monnaie d'échange entre grandes puissances, une région stratégique mais dominée qui va passer de main en main pendant des siècles. À partir de maintenant, cette région est totalement transformée. On parle géographiquement de la Livonie ou encore spirituellement de la Terra Mariana, la terre de Marie. Ah bah c'est possédé par des moines en armure, faut que ce soit dans l'or bien sûr. Et politiquement de la Confédération livonienne composée d'évêchés et du territoire de l'ordre. C'est techniquement une théocratie dirigée par le pape, même si bon il est un peu loin. Premier événement important, en 1236, les chevaliers Porte-Glaive se font décimer par les Lituaniens, ce qui reste de l'ordre est intégré dans l'ordre teutonique. Dans une sous-branche dédiée à la Livonie, l'ordre de Livonie. En 1346, suite au soulèvement de la nuit de Saint-Georges, le Danemark prend peur et décide de vendre son territoire à l'ordre teutonique. La Confédération unifiant alors toute la région. Maintenant que la région est sous contrôle, les villes estoniennes sont peu à peu intégrées à la surpuissante Ligue hanséatique. J'ai vite fait survoler le sujet, c'est un réseau défensif et commercial de guildes marchandes germaniques dominant la mer du Nord et la mer Baltique. Je vous ai parlé des différents ordres qui ont envahi la région baltique, je vous ai dit que ces ordres étaient soutenus par des marchands allemands. Un investissement très rentable car la conquête, une fois faite, permet maintenant l'accès et le commerce sans souci de Londres à Novgorod, en passant par toutes les plus grandes cités de manufacture allemandes. Un commerce qui, sous la domination de l'ordre, transforme une société guerrière paysanne en une société de classe. Le servage n'est pas encore total, les paysans ont encore une certaine autonomie locale, mais ils doivent payer la dîme et fournir des
corvée militaire. L'événement majeur est surtout la mainmise des élites allemandes sur la quasi-totalité du territoire, créant une caste étrangère au sommet du système féodal. Le temps passe, la Confédération s'affaiblit et les voisins deviennent puissants, menant à la guerre de Livonie de 1558 à 1583. Alors en vrai, c'est assez drôle. En 1858, Ivan IV, premier tsar de Russie, plus connu sous le nom de Ivan le Terrible, déferle sur la Livonie. En 3 ans, l'ordre de Livonie s'effondre. Voyant ça, tout le monde se jette comme des vautours pour récupérer un morceau de la Terra Mariana. Problème, pour Ivan IV, il est orthodoxe. Les autres sont catholiques, il n'est pas apprécié et sait que personne ne veut de lui dans le coin. Il va donc aller choper le frère du roi du Danemark, Magnus de Holstein, et lui dit: Eh tiens, toi, comme t'es prince de sang et catholique, ça te dit, je te soutiens pour devenir, je sais pas, genre roi de Livonie, je te file ma nièce aussi, et en échange, tu me jures fidélité. Ah bah ouais, je suis chaud. Résultat, échec complet, c'est une catastrophe. Le royaume de Livonie n'a jamais existé physiquement, Magnus a servi à rien. Le type c'est échec sur échec. Il finit par s'enfuir en Pologne sachant qu'Ivan allait l'exécuter s'il lui mettait la main dessus. Les autres puissances en profitent, Danemark, Norvège, Suède et Pologne-Lituanie récupèrent chacun des morceaux. Le XVIIe siècle en Europe du Nord est marqué par l'apogée de la Suède. En 1617, la Suède récupère l'Ingrie, en 1629, elle récupère le sud de l'Estonie aux mains des Polonais, en 1645, elle acquiert l'île d'Osel cédée par le Danemark. Toute l'Estonie est alors administrée par une seule puissance, l'Empire suédois. On parle alors du duché d'Estonie représentant la partie nord de l'Estonie moderne et le reste fusionné avec la Lettonie moderne appelée la Livonie suédoise. C'est littéralement la région la plus riche de tout l'empire suédois. Riga est plus peuplé et bien plus riche que Stockholm. Tu comprends maintenant pourquoi ils voulaient tous à tout prix mettre la main dessus. La région baltique est richissime. Sous la domination suédoise, la situation des Estoniens s'améliore un peu. Les rois de Suède, surtout Charles XI, ont tenté de briser le pouvoir des barons allemands pour faire des Estoniens des sujets de la couronne. C'est pas pour les libérer d'une emprise, hein. Non, ça ils en ont rien à foutre, c'est juste pour pouvoir les taxer directement et avoir plus de soldats, c'est tout. Mais la Suède encourage l'alphabétisation et la création d'écoles de village pour que les paysans puissent lire la Bible. Oui, parce qu'on est venu leur casser la gueule pour les convertir de force au christianisme, et au final, ils peuvent pas lire la Bible. En fait, c'est nul, car on est avant la réforme et la Bible n'est qu'en latin. La Suède a donc permis l'alphabétisation en estonien pour le développement de livres en langue estonienne. C'est réellement à partir de là que la langue estonienne se développe à l'écrit. Le XVIIIe siècle approche alors que le royaume de Suède est à son apogée avec un empire terrifiant, dominant toute la mer Baltique, c'est carrément devenu la mer de Suède à ce niveau-là, coupant ainsi l'accès à la mer à l'Empire russe. Nous sommes maintenant en 1700 tout pile, voici qu'arrive la Grande Guerre du Nord. Russie, Pologne, Lituanie, Danemark, Norvège profitent de l'accès au trône du tout jeune roi de Suède, Charles XII, pour attaquer la Suède, bien trop puissante à leur goût, histoire de prendre leur revanche parce qu'ils se sont fait laminer 40 ans plus tôt. Malgré des réussites dans un premier temps, la Suède finit par perdre la guerre. En plus, Charles XII termine sa carrière en se prenant un projectile dans le crâne lors d'un siège en Norvège. La Suède se voit dépecée de beaucoup de territoires dont le duché d'Estonie ainsi que la Livonie suédoise. L'Estonie passe alors sous contrôle russe pour les 200 prochaines années, devenant alors le gouvernement d'Estonie et la Livonie devenant le gouvernement de Riga. Bon, jusqu'à maintenant, les Estoniens ont quand même une sacrée vie de merde. Non mais enfin, il faut le dire. Bon, au moins eux, ils s'abonnaient, likaient et boostaient les vidéos qu'ils regardaient. Mais bon, vous faites comme vous voulez, hein, je vous force pas. Une vie de merde qui va s'empirer. Pour s'assurer de la fidélité des nobles allemands et donc le contrôle du territoire, les tsars rendent aux barons allemands tous les pouvoirs que les Suédois leur avaient enlevés. Mise en place du servage total, le paysan devient une simple chose pour le noble allemand. Ils peuvent les vendre, les déporter, les punir physiquement. Bon, on a 2 doigts de l'esclavage. Maintenant, je dois vous parler d'un truc bien spécifique, le système d'exploitation sociale par la vodka politique. Accrochez-vous, c'est un truc de dingue. Les nobles allemands se servaient des Estoniens pour cultiver du grain. Le bon grain était vendu à l'étranger pour un maximum de profit. Le mauvais grain, lui, au lieu d'être donné aux paysans, parce que ils mouraient de faim hein, d'ailleurs, ce grain était distillé en alcool. L'alcool étant bien plus cher et bien plus simple à conserver. Les seigneurs vont mettre en place une stratégie diabolique. Satan lui-même a pris des notes. Les seigneurs font construire des tavernes sur leur propre terre à des endroits stratégiques, les paysans ne pouvant acheter nulle part ailleurs. Ces paysans, pour oublier la dureté du servage, étaient encouragés, voire parfois forcés à dépenser leur maigre salaire dans ces tavernes. Résultat, ils tombaient dans l'alcoolisme, finissaient par s'endetter pour acheter de la vodka, toujours plus de vodka,
et une fois endettés, ils étaient liés à jamais sur la terre de leur maître, incapables de se libérer. C'est un système mis en place du XVIIe au XIXe siècle dans une grande partie de l'Europe de l'Est. Ah bah je vous ai dit, c'était quelque chose hein. En 1816 et en 1819, ils ont de la chance, les coquins sont libérés du servage. Le servage en Estonie et en Livonie est aboli 45 ans avant celui des Russes. Ils ont beau être libres, ils n'ont pas de terre, elles sont encore possédées par les seigneurs, ils doivent donc continuer à bosser pour eux pour vivre. Donc la situation reste la même, c'est juste que le statut est différent. L'émancipation des Estoniens se fait petit à petit durant la seconde moitié du 19e siècle, durant la phase connue sous le nom de l'éveil national. Ils cessent peu à peu de n'être qu'un peuple de la terre pour devenir une nation. À la toute fin du 19e siècle, les tsars Alexandre III et Nicolas II, alias le réactionnaire sans âme et le nullissime incompétent, appliquent une politique de russification extrême et éclair. La langue russe devient obligatoire à l'école et dans l'administration. Une pression qui permet de souder les Estoniens, ils se révoltent eux aussi lors de la première révolution russe en 1905. La première guerre mondiale arrive, l'Estonie et la Livonie sont brièvement occupées par l'Empire allemand. En février 1917, avec la chute du tsar, le gouvernement accorde une grande autonomie à l'Estonie au sein de la Russie. En octobre de la même année, lors de la révolution bolchevique, l'armée rouge tente de faire dissoudre leur parlement. Les Estoniens comprennent alors qu'ils ne pourront pas rester avec les communistes russes et déclarent leur indépendance de la Russie et de l'Allemagne le 24 février 1918. Immédiatement, l'Estonie doit se battre contre l'armée allemande qui occupe le territoire et ensuite contre la Baltische Landeswehr, la noblesse allemande qui n'accepte pas d'abandonner l'Estonie malgré la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Et en plus, t'y ajoutes l'armée rouge, ces rapaces qui profitent de la défaite allemande pour envahir l'Estonie. Le jeune pays doit alors se défendre pendant 2 ans jusqu'au traité de paix de Tartu en 1920 entre l'Estonie et la RSFSR. S'ensuit une période de 20 ans où les Estoniens se réapproprient leur nation, immense processus d'estonisation. Par exemple, je sais que certains d'entre vous se demandent depuis des minutes pourquoi la capitale s'appelle Rival et non Tallinn. Eh bien c'est parce que la capitale estonienne est officiellement renommée Tallinn en 1918. En fait, ça fait 700 ans de domination que les Estoniens appellent leur ville par les noms en estonien, mais qu'à l'international, tout le monde utilise les noms germaniques. Tallinn signifiant en estonien la ville des Danois, la capitale estonienne, par son nom, renvoie directement au passé colonial du pays. Autre exemple, la ville de Tartu s'appelait Dorpa en allemand et Luriev en russe, ou encore l'île d'Ozel, nom allemand, qui devient Saaremaa en estonien. Encore plus choquant, des dizaines et des dizaines de milliers d'Estoniens changent leur nom de famille. Leur nom était souvent hérité du servage où les barons donnaient des noms allemands. Pour ça que t'avais des Estoniens appelés Müller, ou encore on leur donnait des noms liés avec la nature comme Tam, qui veut dire chêne, Tam, le nom de famille le plus répandu d'Estonie aujourd'hui. Mais ce sont aussi 20 années d'une Estonie heureuse et pouvant parfaitement se projeter sur l'avenir. Pas du tout, c'est pas vrai. Le pays a le cul entre deux chaises, collé à l'URSS full communiste qui souhaite les annexer. Il provoque des tentatives de soulèvement, bon, qui bident pour la plupart. Et de l'autre côté, la montée du fascisme allemand. Le Reich commence à annexer plein de voisins à la fin des années 30, couplé au passif qui existe entre les Allemands et l'Estonie, eh bah tu donnes pas cher de leur peau. Et en effet, le 23 août 1939, signature du pacte germano-soviétique. Molotov et Ribbentrop, représentants respectifs de Staline et Hitler, se serrent la paluche à Moscou pour se partager l'Europe de l'Est, dont l'Estonie. L'Estonie devient alors une république socialiste soviétique, avec un drapeau à chier, on dirait les décos de vagues nulles dans les salles de bain, le drapeau il donne envie de pisser. L'accord entre communistes et fascistes vole en éclats. Dès 1941, l'Allemagne nazie s'abat sur la région baltique, prenant le contrôle de la région pendant 3 ans. Les deux puissances envahissantes enrôlent des soldats estoniens. Un événement fratricide a alors lieu. Lors des batailles sanglantes de 1944 en Estonie, on a vu des soldats estoniens en uniforme allemand tirer sur des soldats estoniens en uniforme soviétique. La tristesse. Fin 1944, l'URSS reprend le dessus sur l'Allemagne et récupère la région baltique. Se crée immédiatement un mouvement de résistance, de lutte armée appelé les Frères de la Forêt. On dirait le nom d'une rave à côté de Nantes. 14 000 à 15 000 Estoniens ont mené une guérilla contre l'occupant dans les forêts et marécages au sud du pays. Mais sinon, c'est comment la vie en RSSE? Oh, c'est pas foufou, hein. Et après, les gens se demandent pourquoi la Russie est détestée à l'Est. Les déportations de juin 1941 et de mars 1949. 30
000 Estoniens sont déportés vers la Sibérie. Mais bon, ce sont des bourgeois, ils le méritaient bien sûr. Envoi massif de population russe, biélorusse et ukrainienne en Estonie pour briser l'identité nationale. En 1945, les Estoniens représentaient 97% de la population. En 1989, ils ne sont plus que 61%. La ville estonienne de Narva, tout juste à la frontière russe, a certes toujours été habitée par beaucoup de Russes, mais aujourd'hui les Estoniens ne représentent plus que 5% de la population de la ville. À partir de 1940, le russe redevient la langue du pouvoir, de l'administration et de l'armée. L'estonien est relégué au rang de langue folklorique. C'est pour cela qu'il existe une si grande minorité russe et russophone en Estonie. Les pauvres ont à peine eu le temps de respirer après le départ des Russes en 1918 qu'ils reviennent avec un programme de déportation et de remplacement de population super. Malgré l'oppression, la RSSE était considérée comme la région la plus riche de l'Union soviétique. Elle affichait le PIB par habitant le plus élevé de l'URSS. Exemple souvent mis en avant par l'URSS pour exhiber la réussite socialiste, que nenni, l'Estonie était juste déjà très avancée avant l'arrivée du communisme. Les Estoniens profitent du putsch raté à Moscou pour déclarer une nouvelle fois leur indépendance le 20 août 1991. Et depuis ce jour, l'Estonie est une république qui refuse d'être considérée comme une ex-république soviétique et se définit comme la continuité de l'État de 1918.